Bonjour, donc je suis Alexis Ducousseau et je vais faire la première partie de cet exposé qui concerne les connaissances de base de la génétique évolutive. Donc cet exposé va s'articuler en plusieurs points. D'abord, on va commencer par quelques définitions. On va attaquer les mécanismes de l'hérédité. Ensuite, nous verrons les processus évolutifs et on verra aussi une des conséquences de ces processus évolutifs, un cas particulier qui sont les hybrides. Et ensuite, Brigitte prendra la suite avec Passons à l'action. Alors, au niveau des définitions, on va avoir différents points de base, la biodiversité, niche écologique, ADN, ARN, caractère et phénotype, diversité et variabilité génétique. Donc, la biodiversité, c'est la diversité des formes du vivant avec les interactions entre les différents compartiments. Donc, classiquement, on a trois niveaux. Le niveau écosystème. À gauche de la diapositive, on voit différents écosystèmes. Une forêt mélangée, feuillue, conifère de montagne, une ripisylve et une plage. Après ça, le niveau inférieur, c'est le niveau espèce. Avec là, on voit une fleur de hêtre, le pin maritime, le merisier. Et enfin, à droite, le troisième niveau reconnu de la biodiversité, c'est la diversité génétique, avec la photo du haut, une diversité entre populations au niveau, et on voit des différences de précocité, et en dessous, on voit de la variabilité génétique à l'intérieur d'une population de hêtres, et là, c'est aussi la phénologie. Le deuxième point, c'est la niche écologique, la deuxième définition. C'est la position occupée par un organisme, une population, ou plus généralement une espèce, dans son écosystème. Donc, ça a été vraiment bien théorisé par Hutchinson en 1959, et c'est la somme des conditions nécessaires à une population viable de cet organisme. Donc, il y a deux types de paramètres qui vont intervenir, des paramètres physico-chimiques, donc par exemple le sol et le climat, et des paramètres biologiques qui sont souvent oubliés et qui incluent toutes les relations avec les espèces avoisinantes. Alors ici, on va voir deux exemples de niches écologiques. À gauche, on a un écogramme, c'est l'écogramme du chêne pédonculé. Donc dans l'axe des X, on a l'acidité ou le pH du sol, donc à gauche très acide, à droite on a les sols calcaires, et en axe des Y, on a l'humidité du sol depuis des sols inondés en permanence jusqu'au sol très sec. Et on voit que le chêne pédonculé a une niche écologique extrêmement large, allant des milieux humides aux milieux secs, avec un optimum dans les milieux assez humides à frais. À droite, au milieu, on va trouver l'aire de répartition du charme, qui est la niche réalisée, et on voit qu'elle est différente de l'aire de répartition à droite, qui est la carte de compatibilité climatique du charme. Et ça, c'est la niche fondamentale. Donc là, on voit que la niche réalisée est inclue dans la niche fondamentale du charme. Ces différences s'expliquent par des problèmes de migration post-glaciaire. On va passer aux définitions suivantes. Donc, l'ADN et l'ARN sont deux molécules qui supportent le message génétique. Donc, si vous voulez, c'est une molécule avec des bases azotées, adénine, thymine, guanine et cytosine, qui vont coder le message. Et avec cet alphabet de 4 lettres, on a tout le code génétique. L'ADN, acide désoxyribonucléique, stocke le message génétique dans les noyaux et aussi dans les organites, c'est-à-dire dans le chloroplaste et les mitochondries. Un gène est une unité de base qui code un caractère. Donc un gène, c'est une séquence de cet alphabet ATGC et qui va coder pour une protéine, donc des protéines de structure ou des enzymes. La diversité génétique désigne l'ensemble des allèles ou leur distribution entre différents individus au sein d'une même population ou espèce. Si vous voulez, c'est des variations dans un gène de ce texte ATGC, et il peut y avoir des variants, et ces variants sont des allèles. Donc, si vous voulez, ça code toujours pour le même caractère, mais il y a des petites variations. Et c'est ça, cette diversité génétique. La variabilité génétique mesure des variations sur des caractères quantitatifs, par exemple la hauteur, le diamètre, la forme,
Alors, les graphiques en dessous, à gauche, on voit ce message ATGC tout au long de l'ADN, et on voit un variant au niveau du G qui est surligné en vert, et donc c'est ça un allèle. Donc là, on a deux allèles différents avec une variation. À droite, on voit différents caractères qui sont la phénologie, et donc là, on voit la variabilité génétique entre populations, la photo de droite, et la photo du milieu, c'est entre individus à l'intérieur d'une population. Alors, cette variabilité, on la voit avec le phénotype. Donc, ce phénotype, c'est ce que l'on voit à l'extérieur. C'est à la fois un effet du génotype, de son environnement et des interactions entre le génotype et le milieu. Alors, par exemple, des exemples de phénotypes, eh ben, ça va être le débourrement, la qualité du bois, la dimension, hauteur de l'arbre, la grosseur des branches, le métabolisme, comme les composés du bois. On peut distinguer deux types de caractères, des caractères quantitatifs comme hauteur, circonférence, nombre de graines produites, des caractères qualitatifs, résistance aux maladies par exemple, et on a aussi des caractères qui cumulent ces deux points, qualitatifs et quantitatifs, et c'est par exemple les résistances de la rouille du peuplier. Alors maintenant, on va aborder un deuxième point qui sont les mécanismes de l'hérédité avant d'attaquer les processus évolutifs. Donc, on va faire un tout petit peu d'histoire dans les domaines de la génétique. Donc, si vous voulez, la génétique a débuté dans la deuxième moitié du 19e siècle. Donc ici, ce graphique tiré d'un article du Train génétique montre l'évolution des connaissances et des sciences au niveau génétique. Donc, dans les années 1850, on va avoir l'apparition de Darwin, de la génétique dite biométrique, de la génétique mendélienne avec Mendel qui va décrire la transmission des caractères sur les petits pois, et aussi au même moment la première isolation de l'ADN, et l'auteur Miescher à l'époque n'avait pas compris ce qu'il était tombé sur la molécule génétique. Et on voit que ces sciences vont se fusionner dans le temps. La génétique mendélienne et la génétique biométrique vont fusionner pour faire de la génétique quantitative, qui elle-même va coalescer avec la génétique moléculaire, et on voit des ponts qui apparaissent au cours de cette évolution, et on s'aperçoit que dans les années 2000, on a vraiment une explosion des connaissances de la génétique. Et donc là, vraiment, on est dans une période où on vit une véritable révolution scientifique. Alors maintenant, dans les mécanismes d'héritabilité, on va voir le premier point qui est la recombinaison génétique. Donc là, c'est ce qui va se passer quand on va passer d'une génération à l'autre, et c'est une remise, un rebrassage des associations de gènes dans une cellule. Donc sur le graphique de gauche, on voit la génération G1 avec deux individus avec un cercle bleu, et à l'intérieur, on voit deux chromosomes avec chacun son homologue, donc ça fait 4 chromosomes pour chaque individu qui ont des couleurs différentes, qui illustrent des génomes légèrement différents. Ces individus vont donner des gamètes, donc ces gamètes sont haploïdes, donc on va retrouver qu'un seul homologue dans chacune des gamètes, et ces gamètes vont se croiser entre l'individu 1 et l'individu 2 pour donner la génération 2 avec une recombinaison de tous ces caractères. Alors, pendant cette période-là, vous avez aussi des rebrassages à l'intérieur des chromosomes. Donc, à droite, vous avez une paire de chromosomes homologues, donc c'est les deux chromosomes dont je vous avais parlé tout à l'heure dans la génération G1, et durant la méiose, exactement dans la prophase, ces génomes peuvent échanger des brins d'ADN, des morceaux d'ADN, et on voit qu'on a une recombinaison entre ces ADN tout à fait à droite. Donc, il faut se rappeler que la recombinaison génétique, il y a deux niveaux, un brassage interchromosomique et un brassage intrachromosomique. Donc, dans les mécanismes d'hérédité, il y a aussi l'épigénétique. C'est un mécanisme qui modifie l'expression des gènes
et qui modifie l'entéroulement de l'ADN, ce qui permet plus ou moins, sa lecture plus ou moins facile. Et on peut avoir un allumage ou une extinction des gènes selon l'environnement. Là, on est vraiment sur un front de science et on développera peu ce point parce que pour le moment, il n'y a pas d'application, il n'y a que quelques idées d'application pour le moment. Au niveau des mécanismes de l'hérédité, il faut que je vous introduise le paradoxe de la reine rouge qui a été théorisé par Lek van Walnen en 1970. C'était un professeur de l'université de Chicago. Et donc, en gros, pour rester sur place et rester adapté, il faut évoluer en permanence. Cette évolution permanente est une nécessité pour maintenir une espèce face à un échangement avec des changements avec du milieu qui l'entoure. Par exemple, les espèces coévoluent entre elles, et par exemple, on a les exemples du Covid qui nous a bien embêtés ces derniers temps. Ça veut dire que la diversité génétique adaptée aux conditions du futur n'existe pas. Ils font donc comme Alice et la Reine Rouge dans Alice au Pays des Merveilles, courir pour rester sur place. Donc, l'objectif de notre exposé, c'est bien de comment mettre en place les conditions nécessaires pour faire émerger cette diversité génétique. Alors, je vais vous illustrer un peu ce paradoxe de la Reine Rouge. Donc, ici, on a une courbe. Donc, sur l'axe des X, on a un caractère quantitatif, et sur l'axe des Y, le nombre d'individus. Et donc, on voit qu'on a un pic adaptatif, un pic de fréquence vers le caractère 8, et la flèche verticale bleue donne les phénotypes les plus adaptés, le pic adaptatif. Et donc, on va avoir une évolution vers cette flèche. Et donc, la génération suivante, eh ben, on va avoir en bleu plus sombre, la génération 2, ben, le pic de la population va s'être décalé, la moyenne de la population va s'être décalée pour tendre vers ce pic adaptatif. Si on va à la génération 3, ben, ce pic adaptatif, la flèche violette, s'est encore décalé, et cette population va continuer à évoluer. Et donc, vous voyez, de génération à génération, on évolue en permanence, et c'est ça, ce paradoxe de la reine rouge. Donc, dans les points importants de cette introduction, on a la diversité et la variabilité génétique. Elle est présente à différentes échelles de l'individu aux populations. Il y a le point de la transmission des caractères du patrimoine génétique des parents aux descendants avec un rebrassage et une évolution de génération en génération. Il faut courir pour rester sur place. C'est le paradoxe de la reine rouge. Donc, voici quelques particularités évolutives des arbres. Les arbres, globalement, ont une diversité génétique très élevée. Le chêne a une séquence de diversité 100 fois plus élevée par rapport à l'homme. Donc, si vous voulez, sur ce message ATGC, vous avez 100 fois plus de variants que chez l'homme. Donc, c'est peut-être une adaptation à la longévité ou à la grande taille. Pour le moment, on n'a pas d'explication. On a une vitesse d'évolution des populations rapide chez les arbres, mais une vitesse d'évolution des espèces qui est lente. Donc, si vous voulez, l'apparition des espèces est lente. Par contre, les populations sont capables d'évoluer très rapidement. Et ce sont des espèces qui ont évolué en relation avec leur biodiversité. Alors, maintenant, on va aborder les processus évolutifs. Donc, le premier processus, qui est vraiment le point de base, c'est la mutation. Une mutation, c'est une modification de l'information génétique au niveau de l'ADN ou de l'ARN. Et donc là, par exemple, les deux graphiques en bas à gauche, on voit la séquence du génome de base, et cette séquence a été changée à la génération suivante, et c'est une mutation. Donc, il existe différents types de mutations, mais on ne va pas développer ce point-là. Ce sont des événements rares, entre 10-6 et 10-9 par génération. C'est dû au hasard ou ça peut être obtenu par mutagénèse. C'est le seul moteur primaire de la création de la diversité génétique. Donc, c'est un point important, mais c'est sur le long terme, c'est un phénomène rare. Alors, voilà un exemple de mutation chez un chêne pédonculé. Alors maintenant, on va passer au deuxième processus évolutif, les flux de gènes et la migration. Les flux de gènes ou migration, c'est l'échange de gènes ou de leurs allèles entre différentes populations apparentées en raison de la migration d'individus fertiles ou de gamètes. Alors souvent,
on réduit flux de gènes à l'intérieur des populations et migration, l'échange de gènes entre populations. Mais le nom générique de l'ensemble, c'est flux de gènes. Donc, ces flux de gènes se font via le pollen, donc c'est ce que l'on voit en dessous, par les graines et aussi de manière végétative. Donc, le pollen est haploïde, donc il est 2 fois moins efficace que la graine, et c'est pour ça que devant la variance de dispersion du pollen, on a un demi. Or que les graines ou l'appareil végétatif étant diploïde, là, la transmission du génome est à 100%, donc on ne met pas ce facteur de 1,5. Donc, au niveau de la dispersion du pollen, il y a différents types de dispersion. Il y a l'anémophilie, par exemple, c'est beaucoup d'espèces d'arbres, c'est le cas. C'est les insectes qui dispersent avec les chênes, les hêtres, le pin, le sapin, l'épicéa, le charme. Et on a aussi l'entomophilie, avec le châtaignier, les fruitiers forestiers, les tilleuls. Donc, c'est les deux grands modes de dispersion du pollen chez nous, mais il y a d'autres modes de dispersion avec l'eau, par exemple, avec les austères dans les océans, avec les chiroptères en forêt tropicale, notamment le genre Ficus est dispersé par les chiroptères. Avec les oiseaux, les colibris sont de bons disperseurs de pollen. Alors, cette dispersion se fait sur des grandes distances. Là, les deux graphiques de droite, c'est une étude qui a été faite dans un peuplement mélangé sélestile pédonculé dans la Sarthe. Alors, on voit déjà que 64% du pollen vient de l'extérieur d'une parcelle de 5 hectares. Et après ça, on voit les deux courbes de dispersion. Donc, en axe des X, c'est la distance, et l'axe des Y, c'est la probabilité de pollinisation. Et on voit que c'est une courbe assez plate avec une dispersion jusqu'à 200 mètres. Nous, on n'a pas d'informations parce que la parcelle faisant 5 hectares, on n'avait pas d'informations sur une plus grande distance, si ce n'est que 64% du pollen venait de l'extérieur. Donc, une dispersion extrêmement efficace. Et on voit aussi que le pollen du chêne pédonculé se disperse mieux que celui du chêne sessile. Alors, je vous parlais d'une bonne dispersion du pollen chez les chênes. Il y a une exception chez les arbres, c'est les hêtres de la vallée du Ciron qui ont une dispersion faible. Normalement, le hêtre a une bonne dispersion de son pollen. Là, c'est une exception. Alors maintenant, si on regarde la dispersion des graines avec les différents modes, c'est le graphique à gauche. Donc, on a les différents modes en axe des X, et en axe des Y, c'est la distance de dispersion, c'est une échelle log en mètres. Et on s'aperçoit que la gravité, c'est le système qui disperse le moins les graines. Ensuite, l'autochorie, c'est quand il y a des systèmes d'expulsion de la graine, donc ça disperse un tout petit peu mieux. Les fourmis, avec la myrmécorie, c'est un peu plus fort, donc on est à 5,4 mètres en moyenne. Quand on a des dispersions avec l'anémochorie, on est à 5,4 mètres. Et quand on a dispersion par des animaux avec stockage 8 mètres, et en endozoochorie, donc c'est-à-dire quand il y a ingestion de la graine, on est en moyenne à 245 mètres. Donc, vous voyez des dispersions de graines qui sont différentes, et la zoochorie est la méthode la plus efficace de cette dispersion, et il y a une forte variabilité entre espèces. Alors, si on regarde différents cas, l'anémochorie, on a les érables, les tilleuls, les frênes, avec des systèmes d'ailes qui permettent une dispersion. En ectozoochorie, donc c'est les graines qui s'accrochent dans le pelage, ou épizoochorie, on a les galligratron, la cardère. En odozoochorie, on a de nombreuses espèces forestières, avec les meurises, les cormes, les alises, les sureaux, les cornouillers. En dispersion avec le stockage, on a les chênes, les frênes, et dans ce cas-là, c'est une dispersion secondaire. On a d'abord une dispersion par le vent et ensuite par les animaux. Dans les autres cas, l'hydrochorie, donc c'est la dispersion par l'eau, c'est l'aulne gloutineux, le peuplier noir. Donc, si vous voulez, on a différents cas de figure chez nos arbres. Alors, par exemple, ici, si on regarde ces figures, on voit par exemple là du pollen de pin maritime qui est déposé sur le sol. Ça, on le voit bien à l'automne. Et en bas, on voit différents pollinisateurs qui viennent transporter le pollen. Là, on voit des cirques, bourdons et papillons. Alors, la dispersion des graines,
dépend aussi de la hauteur des végétaux. Donc, à droite, les deux graphiques sont la hauteur de la plante et la distance de dispersion. Et donc, on voit que l'on a une dispersion de plus en plus grande avec la hauteur de la plante. Donc, les arbres étant grands, ben, ils dispersent bien leurs graines. Alors, ici, c'est une étude qui a été faite sur des recolonisations d'accrus et on voit, et là, c'est la dispersion, une étude sur la dispersion du G, et on s'aperçoit que la régénération se fait bien sur des grandes distances avec le G. Ici, c'est des études qui ont été faites sur la dispersion directement par différents organismes. On s'aperçoit que pour le G, donc c'est les premières lignes au-dessus, on a des dispersions qui varient de 3 à 11 km. Donc globalement, les G dispersent bien les glands et en particulier le chêne pédonculé. Après ça, quand on regarde les dispersions par les rongeurs, donc c'est les lignes du bas, on s'aperçoit qu'on a des dispersions beaucoup plus faibles, de 0 à 45 mètres, avec beaucoup de problèmes de prédation et souvent des problèmes d'excision de l'embryon et d'enterrement des grains laine beaucoup trop profondes, donc elles ne peuvent pas germer. Donc dans la nature, on peut voir ces dispersions. Là, c'est des cas d'endozoochorie, donc c'est un renard qui a mangé des graines de merisier et qui les a rejetées très loin. Donc là, le renard est un disperseur extrêmement efficace des graines et c'est un acteur majeur de la dispersion des graines de fruitiers notamment. Et il est très très important, par exemple, chez le merisier. Ici, on a deux dispersions, donc c'est une étude que nous avons conduite ici sur la dispersion. À droite, on voit un jet qui a dispersé le gland, donc le jet disperse une seule graine à la fois, ce qui est un avantage énorme pour le chêne, parce que quand il germe, il se trouve tout seul, il n'a pas des voisins proches. À gauche, là, c'est un rongeur qui a dispersé les graines, et on voit tout un paquet de glands, parce qu'il a fait tout un stock de graines en un seul endroit. Et ça, vous pourrez, en observant bien la nature, vous pourrez observer ces deux patterns. Alors, autre caractéristique de la dispersion et de la migration, ben, c'est les cartes génétiques de la recolonisation post-glaciaire. Donc là, c'est une étude qui a été conduite par Rémi Petit sur la recolonisation post-glaciaire. Les différents cercles sont des camemberts qui donnent les génotypes qu'il a repérés, donc c'est des cytotypes dans l'ADN du chloroplasme, donc transmis par uniquement la mère. Donc là, on voit bien l'effet de la dispersion des graines et on voit les différentes voies de recolonisation avec le couloir de recolonisation depuis la péninsule ibérique qui a occupé toute l'Europe. On voit aussi que les rouges viennent quelque part de l'Italie et ont recolonisé la partie centrale de l'Europe. Les bleus ont recolonisé à partir des Balkans. Et donc, on voit encore la trace de ces dispersions aussi avec nos marqueurs. Troisième mode de dispersion, c'est la dispersion végétative. Elle n'est pas très courante chez les arbres. On a du drageonnage avec le merisier, la lisier, du marcottage avec le tilleul, parfois le hêtre, mais sur des populations d'altitude ou les faux de verzis. Et puis le bouturage est assez commun chez le peuplier noir et les saules. Donc, si on retient les points forts à retenir de gènes et migration chez les arbres, donc on a chez nous pour le pollen, la dispersion du pollen, le vent et les insectes, c'est très efficace en termes de distance, mais il faut retenir que seulement la moitié du patrimoine génétique est dispersé. Le pollen est haploïde. Donc, voilà. La dispersion des graines, très différent, de nombreux modes. Le mode le plus efficace, c'est la zoochorie, très efficace en distance chez les arbres, en particulier si la zoochorie intervient dans le processus. Et le patrimoine des deux parents est dispersé avec la recombinaison. Alors, la dispersion végétative est peu commune chez les arbres, peu efficace en distance. Le plus efficace actuellement couvre quelques hectares avec Populus tremolioides aux États-Unis. Et le génotype est reproduit à l'identique. Il n'y a pas de recombinaison comme quand il y a la dispersion des graines.
Alors maintenant, on va passer sur un autre processus évolutif qui est la dérive génétique. C'est l'évolution d'une population ou d'une espèce causée par des événements aléatoires. Donc, si vous voulez, quand on passe d'une génération à l'autre, on va avoir des pertes d'allèles simplement avec le tirage au hasard. Donc, imaginez un sac de billes où vous avez que deux couleurs. Ben, vous tirez au hasard, vous pouvez avoir que deux couleurs. Vous avez un sac de billes avec beaucoup de couleurs, vous tirez au hasard 10 billes, ben, vous pouvez avoir jusqu'à 10 couleurs différentes. Donc, pardon, non, c'est quand vous avez un sac, pardon, quand vous avez un sac de billes avec beaucoup de couleurs, vous tirez beaucoup de billes, vous pouvez avoir beaucoup de couleurs. Si vous tirez que deux billes, vous pouvez avoir que deux couleurs. Voilà, excusez-moi, je me suis trompé dans mes explications. Alors, il y a deux phénomènes importants. C'est l'effet de fondation, c'est-à-dire que quand vous avez la création d'une nouvelle population, ben souvent on a peu d'individus reproducteurs qui participent à la création de cette fondation, et donc on a un effet de bottleneck, de perte de diversité génétique. Et puis aussi le bottleneck, c'est quand le nombre de reproducteurs est fortement réduit. Et par exemple, ça a été très bien documenté et travaillé chez le guépard. Donc, les espèces sont peu, les arbres sont peu sensibles à ce phénomène. On a quelques cas avec le pin pignon, on va le voir plus loin, ou les populations européennes de chêne rouge. Les arbres sont peu sensibles à la fragmentation du territoire, qui est un des facteurs de dérive génétique, mais le problème a été détecté, par exemple, dans les petites populations de hêtres en Espagne. Et on a surtout une perte des allèles rares. Alors là, voilà un cas de dérive génétique qui a impacté fortement le pin pignon. Ici, on a les différentes populations qui ont été étudiées sur les ronds. Et dans les ronds, vous avez la fréquence des génotypes. Et vous voyez que pratiquement le génotype jaune est présent partout. Il n'y a que deux populations en Espagne et dans le Moyen-Orient où on a quelques autres variants. Donc là, c'est l'effet d'un bottleneck et d'une dispersion par l'homme ensuite. Donc, si vous voulez, là, on a vraiment une illustration de ça. Alors, là, je vais vous parler d'un programme éducatif sur le guépard. Donc, c'est en Namibie où il y a des jeux pour les enfants illustrant un bottleneck. Donc, on a cette espèce d'entonnoir et les enfants viennent avec des casquettes de couleurs différentes et il n'y a qu'un temps limité pour passer. Et donc, ils comptent le nombre de couleurs de casquettes, ils font passer quelques enfants et ils arrêtent et ils comptent le nombre de couleurs. C'est comme ça qu'ils expliquent avec ce jeu ce qu'est la dérive des génétiques, programme de sauvegarde du guépard. Alors, maintenant, on va aborder les aspects sélection naturelle, du moins les sélections naturelles. C'est un mécanisme de moteur de l'évolution des espèces et qui s'explique par un succès reproductif différent entre les individus. Et ces succès est différent en fonction des gènes présents. Donc, il y a un avantage ou des avantages reproductifs procurés par la présence ou l'absence de gènes propices ou défavorables. Donc, la sélection naturelle la plus connue, c'est la sélection directionnelle. Elle va retenir les meilleurs. Donc, en bas, donc, par exemple, on considère que les arbres les plus grands, ce sont ceux qui ont le plus de chances de survie. Ben, les petits vont être éliminés et petit à petit, la population va grandir. Donc, c'est ce que l'on voit. Donc, en bas, on voit un graphique où en axe des X, on a un caractère, par exemple la hauteur des arbres à un âge donné, et le nombre d'arbres dans la population ayant cette hauteur. Au milieu, on voit la fitness, donc elle augmente, donc l'aptitude à donner des descendants, elle augmente avec la hauteur, et avec la sélection naturelle, la génération suivante, on voit que la moyenne s'est décalée vers la droite, donc que la population a grandi, et en jaune, c'est la variance, donc on voit que la variance n'a pas changé. Donc là, simplement un décalage
de la variance. Ici, on a d'autres types de sélection. Ici, à gauche, on a la sélection homogénéisante. Donc, elle élimine les extrêmes et petit à petit, on n'a pas de variation de la moyenne, changement de la hauteur. Par contre, la variance se réduit et c'est ce qu'on voit avec la barre jaune. À droite, au milieu, c'est la sélection fréquence-dépendance. Donc, c'est-à-dire que, non, c'est la sélection diversifiante, pardon. Donc là, l'optimum, c'est différent de son voisin. Et donc, dans ce cas-là, on n'a pas changement de variance, de moyenne. Par contre, on a une variance de plus en plus grande. Et c'est par exemple ce qu'on observe intrapopulation au niveau de la phénologie. Ensuite, à droite, c'est la sélection disruptive. Et donc là, on a deux pics adaptatifs. Donc, c'est ce que l'on voit sur le graphique du milieu. Et donc, en partant d'une population, la même population de départ en haut, on va avoir deux populations différentes qui se forment. Et c'est par exemple ce qui permet de maintenir la différence entre le chêne sessile et pédonculé qui s'hybrident fortement. Alors après ça, il y a différents exemples de sélection. Par exemple, à gauche, c'est la sélection fréquence-dépendance. Donc, c'est la grive musicienne et l'escargot. Les escargots ont des coquilles avec des patterns différents, et ce pattern est un codage génétique assez simple. Et la grive, qui a un cerveau qui n'est pas très grand et développé, va choisir, pour faciliter le repérage des coquilles, l'espèce la plus commune. L'espèce la plus commune étant prédatée, elle va se réduire au profit d'une autre coquille, et une autre coquille va devenir la plus fréquente. C'est la sélection fréquence dépendante. Par exemple, là, la photo suivante, on voit deux populations de chênes sessiles. À droite, c'est Fontainebleau, à gauche, c'est une population hongroise d'Aguipotanie. Et clairement, on a eu une sélection directionnelle qui a séparé ces populations en termes phénologiques parce que les besoins adaptatifs sont différents. À droite, la photo de droite, on voit cette hêtraie, donc c'est Irati au printemps, donc c'est dans les Pyrénées, et on voit que les hêtres ont des dates de débourrement très différentes, et donc c'est de la sélection diversifiante. En gros, c'est pour éviter de partager les mêmes parasites et pathogènes en ayant des phénologies différentes, on limite les problèmes d'épidémie. Et à droite, on a des sélections disruptives avec à droite le chêne sessile qui est adapté fortement à la compétition, des branchages plus droits, plus raides, et le pédonculé qui est plus pionnier, qui occupe plus l'espace en largeur avec des branches beaucoup plus tordues. Donc là, c'est de la sélection disruptive. Donc on va avancer. Donc, les points forts à retenir. La mutation, c'est le moteur de l'apparition d'une nouvelle diversité et c'est un événement très rare. Les flux de gènes et la migration, il y a différents vecteurs au niveau des pollens et des graines et différents modes de propagation végétative. Il y a différentes échelles au niveau intrapeuplement et interpeuplement, donc la migration ou les flux de gènes. Ça a des effets de rebrassage de la diversité en intrapopulation, un enrichissement de la diversité à l'intérieur des populations, et ça provoque une réduction de la divergence entre les populations. Au niveau de la dérive génétique, on a une perte de la diversité génétique due au hasard et ça provoque une différenciation entre ces populations. Donc, ça peut être contrecarré par les flux de gènes et la migration. Au niveau de la sélection naturelle, il n'y a pas qu'une seule sélection qui retient les meilleurs, il y a de nombreuses formes de la sélection et ça provoque une différenciation entre individus, entre les populations et entre les espèces. Et il faut se rappeler que c'est la population qui évolue, mais pas l'individu. Donc, on va passer au problème des hybrides, qui est un sujet qui est souvent conflictuel, et on va voir ce qui se passe avec les hybrides. Donc, on va aller chez les chênes, du moins chez les arbres, on a souvent des complexes d'espèces. Ce sont des groupes d'espèces distincts qui échangent des gènes. Et ces échanges sont évolutivement stables. Donc ça, il faut le retenir, c'est que c'est une stratégie génétique au niveau évolution.
Et ces complexes d'espèces sont extrêmement nombreux. On a les chênes blancs, avec chêne pédonculé, Cécile, pubescent et tausin, les chênes chevelus, liège, chêne à feuilles rondes, le chêne vert en France, qui forment un complexe d'espèces, les érables de Montpellier, champêtre, l'érable à feuilles d'aubier, un autre complexe, les tilleuls, les bouleaux, les alisiers, le pin sylvestre et le pin accroché, le peuplier noir et le peuplier blanc. On va passer en revue quelques cas d'hybridation. Ici, c'est une étude qui a été faite par Olivier Lepay sur les hybrides chez les chênes blancs. Donc, il a étudié toute une série de populations, aussi bien des grandes populations que des populations un peu limites dans les Pyrénées, et aussi bien des forêts de futaies que des forêts privées, paysannes, souvent des taillis vieillis. Dans son étude, il y a 4 espèces, pédonculées, Cécile, pubescent et tausin. Dans le tableau, en vert et en bas, on voit les différentes fréquences des espèces parentales. En jaune, on voit les différents hybrides. Donc, vous voyez, on va de 2,5% d'hybrides Cécile pubescent à 5,4% d'hybrides pédonculés Cécile. Donc, globalement, dans cette étude au niveau de la France, on a 77% d'espèces pures et 23% d'hybrides. Donc, vous voyez, l'hybridation chez les chênes blancs est massive et c'est un phénomène extrêmement important. Alors, un autre cas, donc les chênes, là, les peuplements sont souvent même mélangés. Là, on a deux espèces qui ne sont pas en contact avec une zone d'hybride entre eux. Il s'agit des sapins. En jaune, le numéro 5, c'est le sapin pékininé Abies alba, et en bleu, en sud de la Grèce, en Céphalonie, le sapin de Céphalonie. Et entre les deux, on a un hybride qui est le sapin du roi Boris. Donc vous voyez, on a deux aires disjointes avec une jonction entre les aires avec l'hybride. Après ça, on a des situations encore plus complexes avec Quercus crenata ou Quercus pseudo-suber. C'est un chêne du sud-est de la France. C'est un hybride entre Quercus suber et Quercus ceris. Et on a une situation confuse parce que l'espèce mère est quasiment, une des espèces mères, le chêne liège, est quasiment absente de la zone de présence du chêne liège. Par contre, Ceris est présente dans toute son aire et il y a vraiment un gros problème. Alors, on a deux auteurs qui sont attaqués au problème. Un, Christophe Paulini, qui lui en a conclu qu'il y avait une espèce vraie au nord et un hybride de première génération dans la partie sud. Et donc, lui, il a fait deux taxons, Quercus crenata, Quercus suder. Et Comte, lui, en 2009, en a conclu qu'il y avait une seule espèce, une espèce hybride mais isolée, avec des backcross possibles en faveur uniquement de Ceris et pas de Suber. Donc pour le moment, on voit qu'on a un hybride, mais son statut n'est pas clair. Autre cas de complexe d'espèces, les peupliers. Donc entre le peuplier blanc et le peuplier tremble, on a un hybride qui est le peuplier grisard, qui n'est pas très commun. Et le peuplier blanc peut s'hybrider avec le grisard et le peuplier tremble peut s'hybrider avec le grisard. Et on n'a pas mis de flux de gènes entre peuplier blanc et tremble. Donc le flux de gènes se fait par une espèce hybride relais. Donc maintenant, on va passer dans la deuxième partie de l'exposé avec l'exposé de Brigitte. Merci Alexis. On va peut-être, on n'a pas vu beaucoup de questions, donc je ne sais pas si vous êtes retenus ou si tout était très clair. On en a eu une quand même concernant les mutations. Est-ce que tu pourrais revenir, s'il te plaît, sur l'exemple de mutation chez le chêne pédonculé et expliciter ce que montre la photo? Il y a des gens qui n'ont pas très bien compris ce que tu voulais expliciter.
Bon, donc là, c'est un chêne pédonculé et une des branches est complètement différente au niveau phénologique. Et donc là, on suppose un mutant. Et donc, de temps en temps, dans la nature, vous voyez des arbres qui ont une branche différente et c'est probablement des mutants. Alors, c'est quelque chose d'exceptionnel. Hein. Alors, celui-là est quand même particulièrement spectaculaire. Hein. Alexis, est-ce que tu peux nous dire, au niveau derrière de notamment la production de graines, on a du coup cette mutation qui est transmise à la génération suivante avec Alors, des graines. elle peut, mais là, il faudrait regarder le type de mutation qu'il y a eu. Parce que ça dépend de l'endroit où elle s'est passée, donc c'est pas si évident que ça. Probablement, elle passe à la génération suivante, vu l'ampleur, mais là, il faudrait faire des semis et regarder s'il y a une différenciation forte entre les deux côtés. Hein. On en reparlera dans la deuxième partie aussi. Mmh. On a d'autres questions, pardon? Oui, dans le cas des hybrides, c'est une question de compréhension, Alexis. Est-ce que tu pourrais redire ce que signifie évolutivement stable pour les hybrides? C'est-à-dire que c'est une, si vous voulez, c'est une stratégie évolutive qui permet la survie de l'espèce et qui présente un avantage. Et donc, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle évolutivement stable parce que ça présente un avantage et donc elle se maintient surtout dans les systèmes de reproduction. Dès qu'il y a un désavantage dans un système de reproduction, c'est très très vite contre-sélectionné. Par exemple, quand on travaille sur les espèces qui colonisent des milieux pollués par les métaux lourds, en 2-3 générations, vous avez des barrières à la reproduction. Donc là, c'est vraiment sur la reproduction, l'évolution est très très forte, très contrainte, et c'est difficile d'aller dans un système qui est pas bon. Et donc, alors ça existe, mais bon, c'est des cul-de-sac évolutifs. Des espèces qui ont un succès comme le chêne, c'est vraiment quelque chose de très favorable, ce système d'hybridation. Alors, par exemple, Rémi Petit a bien démontré l'avantage de l'hybridation chez le couple Cécile pédonculé. Le Cécile a pu coloniser l'Europe, voilà, le chêne blanc, grâce au pédonculé qui a été le pionnier qui a recolonisé l'Europe. Sans le pédonculé, le Cécile aurait eu beaucoup, beaucoup de mal pour arriver chez nous. Le brassage génétique lors de la reproduction ne fait-il pas aussi partie des processus évolutifs? Alors, il y a toujours une discussion là-dessus s'il faut les séparer de processus de mécanismes. Donc, si vous voulez, c'est pas toujours clair dans la tête des généticiens là-dessus. Et une question concernant les hêtres qui ont subi un dépérissement assez fort en 2020 et qui finalement se sont rétablis de façon assez spectaculaire en 2021. Est-ce qu'on peut considérer que ces sujets sont des porte-graines intéressants parce qu'ils ont justement fait la preuve d'un rétablissement suite à un dépérissement lié à la sécheresse? Ben, sûrement, la sélection a été violente sur le hêtre dans certains endroits et les survivants ont sans doute un avantage évolutif. Alors, c'est le sapin ou l'épicéa. Il y a eu des études qui ont montré que les survivants n'étaient pas forcément mieux adaptés. Donc, si vous voulez, là, il faudrait vraiment une étude pour le savoir. Mais on a de fortes chances qu'il y ait un avantage au niveau résistance à la chaleur et à la sécheresse de ces arbres-là. Alexis, tu sais, en forêt de Vierzon, forêt qui a été fortement touchée par des dépérissements, on parle de chêne de juin parce qu'il débourre très tardivement. Est-ce un caractère évolutif? Alors, déjà, la phénologie est sous un codage génétique très fort. Et
Par exemple, l'irritabilité dans les différentes études, c'est aux environs de 0,4 chez les chênes. Donc, si vous voulez, une irritabilité très élevée. Donc, ça veut dire que c'est soumis facilement à ces sélections et il y a ce caractère est vraiment important et avec une possibilité d'évolution rapide. Alors, dans le cas des chênes de juin à Vierzon, ils ont quasiment été tous éliminés avec les dépérissement massif. Genre, les dernières fois où je suis passé à Vierzon, à un moment où on aurait pu en voir, j'en ai pas trouvé. Mais il y en a peut-être qui ont survécu. Alors, si vous voulez, c'est des chênes qui débourrent en mai, juin, des fois même début juillet. Et il y a certaines forêts qui sont réputées pour ça, notamment Vierzon. Et c'est dans la zone, Haute-Saône. pardon? La Haute-Saône? Oui, en Haute-Saône, en Bourgogne, il y a différentes zones où il est présent, mais les plus connus, c'est ceux de Vierzon. Alors, à Vierzon, ils étaient surtout abondants dans la zone où il y a eu les plus gros dépérissements, en plus. Et là, il y a des zones où le chêne pédonculé n'a pas du tout survécu. Est-ce que tu peux nous dire, Alexis, si les hybrides sont stables génétiquement dans le temps? C'est-à-dire, est-ce que effectivement les hybrides, en se reproduisant, gardent ce caractère hybride avec la même combinaison de gènes entre les deux espèces mères? C'est-à-dire qu'on n'a pas d'études, je connais pas d'études sur plusieurs générations à ce niveau-là. Il faudrait avoir vraiment une dynamique au niveau de ces hybrides. La seule chose que l'on voit, c'est qu'il y a quand même moins d'hybrides entre la régénération et le peuplement adulte. Ça avait été clair à la petite charnée. Et qu'est-ce qu'on sait de l'importance de la sélection faite par l'homme sur la croissance des arbres en ce qui se concerne les capacités adaptatives? Alors, la sélection sur la croissance, l'homme peut le faire assez facilement et même dans la nature. Les Russes avaient fait des études très précises là-dessus avec des tests de descendance et ils s'étaient aperçus que, par exemple, chez les chênes, on avait un gain génétique important si on sélectionnait sur la vigueur d'une génération à l'autre, en forêt. Donc là, on peut vraiment gagner en choisissant les arbres les plus vigoureux. Alors après ça, les arbres à croissance les plus rapides, c'est sans doute des arbres qui seront plus sensibles à la sécheresse pour des histoires de taille de canaux et plus de bois d'été que bois d'hiver, de printemps qui a un canot plus fin, donc plus sensible à l'emboulie. Est-ce que le gland d'un chêne qui débourre tardivement va donner automatiquement des chênes à débourrement tardif? Est-ce que ce caractère débourrement est directement lié, transmis de génération en génération? Alors, de génération en génération, oui, parce qu'on a une héritabilité élevée. Si vous voulez, par contre, un chêne qui est tardif jeune et savoir quel est son statut phénologique adulte, j'ai pas d'études en tête. Par contre, d'une génération à l'autre, oui, parce que l'héritabilité est très élevée. Elle est souvent de 0,4, des fois plus. Donc, si vous voulez, en moyenne, la descendance d'un arbre tardif sera tardive et la descendance d'un arbre précoce sera précoce. Est-ce que tu pourrais nous dire, dans le cadre de tes définitions, où se situent les écotypes? Les écotypes, ce sont des populations adaptées à des conditions particulières. Et donc ça, c'est la résultante de la sélection naturelle. La lisier de Mougeot, est-ce que c'est un hybride fixé, donc stable? Alors, je sais que c'est un hybride, mais j'arrive même plus de mémoire. Je suis en train de rechercher quel hybride c'est. Terminal, Et sinon, terminal. non. Alors après ça, de mémoire, j'ai pas de. Alors de mémoire, l'alisier, le seul alisier hybride qui est fixé, celui de Fontainebleau, est reconnu comme tel, d'autant qu'on a une différence du nombre de chromosomes, hein, puisqu'il est à 4 N chez l'alisier terminal, alors que les alisiers parents, qui sont alisier blanc et alisier terminal, sont à 2 N. Les tests l'alisier, c'est un petit peu compliqué parce qu'en plus de ça, il a une reproduction qui est très particulière, par moment, qui peut se faire par apomixie, c'est-à-dire que vous avez création d'une graine sans qu'il y ait eu fécondation, donc une reproduction clonale par graine.
ce qui peut laisser penser que l'espèce est fixée alors que elle est tout simplement, elle se reproduit globalement identique. Voilà, j'espère avoir répondu. Alors, une question sur les plantations de pubescents. À terme, avec l'hybridation, est-ce que ces plantations pourraient polluer le génome des grandes crues pour justement les arbres qui donnent derrière le bois de Mérin? Alors, le mot pollution, ça me gêne toujours parce que ça a un côté négatif des flux de gènes. Alors, si vous voulez, si l'hybridation marche vraiment bien dans les bois de Mérin, c'est qu'on est dans des situations difficiles. Parce que le chêne pubescent est quand même une espèce qui est plus dans les milieux difficiles. Après ça, il faudrait regarder au niveau des métabolites secondaires si ça donne des goûts agréables ou pas, parce que un chêne pubescent est capable de faire des très très beaux arbres. Hein. Mais c'est vrai qu'on pourrait imaginer, vu qu'il est a priori plus résistant à la sécheresse, qu'on l'introduise par exemple dans la chênaie ligérienne, et que à terme il y ait une hybridation, en espérant avoir d'un côté le caractère de résistance à la sécheresse du chêne pubescent, et de l'autre les caractères qui font les grands crus des chênes principalement sessiles. Hein. De toute façon, en l'introduisant, il y aura à terme de l'hybridation. Est-ce que ça pose vraiment un problème en termes de qualité de bois? J'ai aucune idée. Hein. Je connais pas d'études qui permettent de le savoir. Il faudrait vraiment étudier ces hybrides et notamment sur l'aspect gustatif. On va terminer là-dessus, c'est ça que tu voulais dire, Brigitte? Oui, mais c'était sans vouloir spoiler. Vas-y, oui, je te laisse je la voulais parole, juste du te coup. dire que il y a eu une étude sur les tanins du chêne pubescent pour voir si ça se rapprochait plus du sessile ou du pédonculé. Donc ça se rapprochait plus du pédonculé. Voilà. Et Répondre un peu d'autre à Xavier. part, on a un projet qui est en cours, donc voilà, on n'a pas encore les résultats, justement pour voir quelle est la qualité du chêne pubescent en méranderie. Donc là, identifier chêne pubescent identifié pour voir, on est sûr que c'est du pur pubescent, voir les tonneaux qu'on peut faire avec et la qualité du vin derrière. Par contre, il faut pas, Alexis l'a dit, on a des espèces pures, comme on l'avait vu, mais on est dans des complexes d'espèces. Donc souvent, vous avez un chêne sessile qui a tout du sessile au niveau du phénotype, mais génétiquement qui peut avoir une part d'ombre et de pubescent. Donc il y a des choses qui existent aussi. Donc comment ça modifie les tanins et puis le goût, c'est une question qu'on est en train d'essayer de regarder. Et après ça, des hybrides, il y en a partout, y compris dans les grands peuplements. Hein. Dans l'étude de l'EP, c'était clair. Hein. Et des hybrides, on en a trouvé même loin de l'aire de répartition, comme le chêne tausin. Il en a été détecté des hybrides jusqu'en Lorraine.